Bonjour et bienvenue à tous sur cette conférence sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le futur de l'humanité. C'est une conférence futurologie qui fait suite à mes deux dernières conférences sur la fusion nucléaire et l'extension de l'espérance de vie. Et je pense que ces trois technologies font clairement partie des technologies les plus importantes qui marqueront notre siècle pour notre civilisation. On va commencer par une introduction, puis on parlera de l'état actuel de la recherche sur l'intelligence artificielle, et on parlera évidemment de son impact sur notre futur. Quelques petites définitions. Alors tout d'abord la définition simple de Wikipédia, intelligence dont font preuve les machines, simple et efficace. Ensuite vous avez une définition un peu plus détaillée, qui parle des agents intelligents, qui sont des systèmes qui perçoivent leur environnement et prennent des mesures, maximisant leurs chances d'atteindre leurs objectifs. Petite précision, l'IA est différente de l'automatisation intelligente. Vous pouvez automatiser par exemple une usine, vous pouvez très bien utiliser l'IA pour cette automatisation, mais l'automatisation ce n'est bel et bien un domaine différent de l'intelligence artificielle. Trois grandes catégories d'IA. Vous avez comparé en fait l'intelligence de cette IA à l'intelligence de l'homme, donc on a inférieur, équivalent ou supérieur. Vous avez aussi, vous pouvez découper les IA en deux catégories, les IA générales et les IA spécialisées. Donc les IA spécialisées ont été entraînées pour réaliser une tâche, d'accord ? Donc elles ne peuvent pas appliquer ce savoir à d'autres tâches. Par contre, l'IA générale, elle a une intelligence un peu comme celle d'un animal, un homme, qui peut être appliquée à plusieurs tâches. Ensuite, encore quelques définitions pour finir. Donc on peut coder manuellement chaque bit d'une IA pour la réaliser, donc ça prend évidemment du temps, c'est extrêmement difficile, mais c'est tout à fait possible. On peut copier quelque chose qui existe déjà, on peut très bien imaginer un futur où on copie-colle le cerveau d'un humain vers un ordinateur. Techniquement, ça en ferait une sorte d'intelligence artificielle, et on peut créer une IA qui apprend toute seule, donc ça c'est la base du deep learning, machine learning, les méthodes qui sont actuellement utilisées pour créer des intelligences artificielles. Évidemment, on peut combiner plusieurs méthodes, et il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que même si une IA apprend toute seule, elle va quand même copier son savoir de ce qui existe déjà, elle ne va pas en inventer de nouveau. Pour inventer un nouveau savoir, il faut la méthode classique, donc on émet une théorie, une hypothèse, on la teste de manière expérimentale, puis on la valide ou pas. Cette phase d'expérimentation, c'est souvent celle qui prend le plus de temps, qui parfois est juste impossible. Alors par exemple, en physique, vous avez la théorie de la matière noire, et qui est tout simplement impossible à vérifier expérimentalement au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc une IA, même si elle est extrêmement intelligente, elle n'inventerait pas de savoir de nulle part. Donc maintenant qu'on a vu ces quelques définitions, on va parler des problématiques que l'on a par rapport à l'IA au jour d'aujourd'hui. Donc d'abord, notre ère, c'est vrai qu'elle paraît très inquiète de l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc vous avez tout un tas d'œuvres de fiction où la relation entre humain et intelligence artificielle ne se passe absolument pas bien du tout. Mais vous avez également des scientifiques de renom qui clairement préviennent des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Ensuite, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'une intelligence supérieure à la nôtre est possible? Est-ce que nous-mêmes pouvons créer une intelligence supérieure à la nôtre? C'est vrai que c'est une question que l'on peut tout à fait se poser. Ici, sur cette conférence, on va considérer que oui, parce que c'est plus intéressant, mais c'est une question qu'on peut se poser, et si ce genre d'intelligence qui nous rend clairement obsolète, puisqu'elle nous est supérieure, comment est-ce que cela change notre futur à nous, et comment notre relation avec cette intelligence supérieure va être? Quoi va-t-elle ressembler? Et pour finir sur cette introduction, une phrase intéressante, c'est que plus l'IA est intelligente, plus ça nous donne envie de garder le contrôle, et plus la relation va paraître comme de l'esclavage. Maintenant qu'on a fini l'introduction, on va parler des dernières avancées, donc l'état actuel des choses. Alors j'ai pris quelques petits exemples des derniers mois. Évidemment, c'est un domaine extrêmement prolifique, l'intelligence artificielle, donc des actualités, des nouveautés, il y en a absolument tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Il y en a des tas et des tas. Donc j'ai dû faire quelques petits choix, donc je vais vous présenter certaines des dernières avancées qui m'ont paru être les plus intéressantes. Donc vous avez Google Pathways, donc c'est les premiers pas vers une IA générale.
On en a parlé un petit peu, l'IA générale peut appliquer son savoir à toutes les tâches, un peu comme un humain peut appliquer son savoir à tout un tas de tâches. Et c'est Jeff Dean, qui dirige les efforts de Google en IA, qui a identifié 3 domaines pour réaliser le potentiel du machine learning, donc arriver vers ce saint graal qu'est l'IA générale. Donc le premier, c'est les modèles multitâches, donc réaliser des milliers de tâches et utiliser l'expertise que l'on a en réalisant ces tâches-là pour de toutes nouvelles tâches. C'est un peu comme quand nous, au lycée, on résout plein de problèmes de mathématiques. On se dit souvent, bon, ça sert un peu à rien, mais ce qui est intéressant, c'est la méthode mathématique que vous apprenez et qui peut ensuite être appliquée à des domaines concrets comme la physique. Là, c'est pareil, on fait des tâches, l'IA fait certaines tâches et elle peut appliquer son savoir, ses méthodes pour réaliser de toutes nouvelles tâches qu'elle n'a jamais vues auparavant, comme ce qu'un humain peut faire. L'entraînement multimodal, alors celui-ci paraît évident, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des IA entraînées le sont sur un support spécifique, que ce soit des images ou du texte par exemple, mais évidemment, si on veut une intelligence générale, il faut un entraînement sur des supports multiples. Et vous avez les Sparse Models, où on va essayer de copier la manière dont le cerveau humain fonctionne. Donc, dans le cerveau humain, s'il acquiert une information, cette information va passer par des neurones spécifiques, donc une certaine partie du cerveau, et pas par tout le cerveau. Et bien, les architectures actuelles de réseaux de neurones en intelligence artificielle, au jour d'aujourd'hui, très souvent ce qui se passe, c'est que ça arrive en entrée, et puis ça passe par absolument tous les neurones du modèle pour arriver en sortie. Donc, on veut copier la manière dont ce cerveau humain fonctionne pour être plus efficace, meilleure architecture. Donc c'est 3 domaines très intéressants qui vont certainement être extrêmement recherchés, qui vont faire l'objet de beaucoup de papiers et qui sont très intéressants à surveiller pour l'évolution de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Ensuite, je vous présente un exemple d'intelligence artificielle très intéressant qui est sorti l'année dernière, c'est GPT-3 d'OpenAI, et c'est une IA toute simple qui prend un texte en entrée et qui retourne un texte en sortie. Et donc, on peut lui faire tout un tas de choses, comme résumer un texte, ou répondre à des questions, etc., etc. Tant que c'est du texte, elle peut à peu près le faire. Donc, l'aspect intéressant de cette IA, c'est que OpenAI a utilisé la méthode brute, d'accord. Ils se sont dit, ok, bon, plutôt que travailler sur optimiser l'architecture, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un réseau neural ultra large, avec 175 milliards de paramètres, ce qui à l'époque de sa sortie était de loin le modèle le plus large du monde, et les résultats ont été très intéressants. Ici, vous avez un exemple, quelques exemples très rapides de ce qu'elle peut faire, générer des CV, générer du code Python, faire des histoires interactives, etc., etc. Elle peut résumer des articles, elle peut faire tout un tas de choses très intéressantes, aussi intéressantes les unes que les autres. Et les résultats sont plutôt impressionnants. Donc, la méthode d'OpenAI d'utiliser tout un tas de paramètres paraît être bonne, plutôt bonne en tout cas. Et c'est pour ça que la relève de GPT-3 est très intéressante, et si vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que vous suivez très probablement. Donc par exemple en 2021, le CEO de Nvidia a dit que d'ici à 2023, on aurait des modèles de plus de 100 billions de paramètres. C'est vrai que Nvidia, avec leur support, font beaucoup de cartes graphiques, mais également des cartes graphiques pour les serveurs, cartes graphiques qui sont utilisées pour des calculs d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que Nvidia est plutôt bien placé pour dire ça, donc c'est intéressant de voir que c'est ce qu'ils disent. Ensuite, vous avez Microsoft qui a annoncé Zero Infinity, donc ce n'est pas une IA, c'est un support pour l'entraînement de ce genre d'intelligence artificielle très large. Parce que vous vous doutez bien qu'OpenAI, pour entraîner GPT-3, ça leur a coûté beaucoup d'argent, de temps, de ressources, et entraîner des modèles 1000 fois plus gros que GPT-3, ça va probablement coûter beaucoup. Donc c'est là que Microsoft a choisi de se placer. Ensuite, évidemment, le scientifique en chef d'OpenAI, lui, a déclaré, bon, il y a peut-être un petit côté marketing, mais il a déclaré qu'en 2021, les modèles seront tellement performants qu'ils rendront ceux de 2020, donc GPT-3, obsolètes. Donc peut-être GPT-4 d'ici la fin de l'année. Bon, d'après les news un peu plus récentes, ça arriverait plutôt en 2022, et on a des rumeurs que
L'entraînement serait multimodal, donc on combinerait des images avec du texte, donc pour potentiellement des résultats très très intéressants. Autre domaine de recherche très intéressant qui est lié à l'intelligence artificielle. Alors à la Northwestern University, vous avez des chercheurs qui ont utilisé des atomes de cobalt, donc le spin des électrons, donc des propriétés quantiques des atomes, pour simuler la manière dont nos neurones fonctionnent dans notre cerveau. Et ce genre d'approche s'appelle le neuromorphic computing, où en fait on copie la manière dont les cerveaux fonctionnent pour faire des opérations d'intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'être plus efficace en énergie. En effet, le cerveau humain, sa particularité, si vous faites une opération par exemple de reconnaissance d'image, pour un humain, ça va coûter très 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 peu en énergie. Alors que pour une IA qui tourne sur un ordinateur classique, ça coûte beaucoup d'énergie. Donc là, l'objectif, c'est de ne pas utiliser justement les ordinateurs classiques, mais d'utiliser ces puces neuromorphiques qui copient le cerveau humain pour faire ces opérations et dépenser moins d'énergie. Donc même si ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un domaine très intéressant qui, je pense, fera parler de lui en même temps que l'intelligence artificielle dans les années à venir. Là, c'est un exemple d'IA qui peut remplacer des métiers qui nécessitent beaucoup d'expérience et d'expertise. Donc, c'est une IA qui s'appelle Apollo et qui optimise les architectures de puces, donc puces électroniques, en optimisant le nombre d'unités de calcul, la quantité de mémoire, le cache, etc., etc. Donc vous avez quelques paramètres et cette IA peut les optimiser en changeant l'architecture. Et c'est typiquement le genre de métier qui nécessite des années et des années d'expérience, une grosse expertise, il faut être très intelligent, et pourtant vous avez des IA qui seraient potentiellement facilement capables de remplacer ce genre de tâches. Ensuite, alors ça c'est un autre exemple de neuromorphic computing, donc c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup personnellement, vous en doutez bien, et là ce sont les nanophiles. Donc au lieu d'utiliser les atomes de cobalt, on fait chauffer un fil, donc ça change sa résistance et ça permet aux chercheurs de l'université de San Diego de réaliser des opérations non linéaires d'activation de réseaux de neurones de manière efficiente. Alors les fonctions d'activation de neurones dans les réseaux de neurones des architectures d'IA actuelles, ce sont des fonctions plus ou moins compliquées, donc c'est pas A plus B égale C, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et évidemment, si c'est une opération compliquée, c'est une opération qui dépense de l'énergie. Donc là, l'objectif, c'est de réduire cette dépense en énergie. Quelques autres actualités, alors je vous en ai présenté quelques-unes un peu plus en détail, mais vous en avez tout un tas d'autres qui sont sortis en août 2021, en septembre 2021 aussi. Vous vous en doutez bien, le domaine de l'IA, ça va extrêmement vite. Donc vous avez OpenAI Codex, donc là on produit du code à partir de phrases simples, donc c'est une IA très impressionnante, vous avez des tas d'exemples sur leur blog, sur leur Twitter et des vidéos YouTube aussi. La Corée du Sud, elle, a développé un consortium pour réaliser un cerveau artificiel. Alors à voir exactement ce que cerveau artificiel veut dire, mais c'est intéressant de voir que des pays mettent autant de ressources dans la course à l'intelligence artificielle. Vous avez ensuite des chercheurs qui ont fait mieux que AlphaFold 2 avec une IA qu'ils ont rendue open source, disponible gratuitement. C'est intéressant de voir ça, puisque AlphaFold 2, c'est une IA qui calcule le repliement des protéines. C'est un domaine de la médecine très important, parce que ça permet de réaliser, par exemple, des nouveaux médicaments. Et ça fait plaisir de voir que des chercheurs sont capables de faire ce que font ce genre de grosses entreprises derrière DeepMind, et le font, certes, pas aussi vite, mais réussissent quand même à le faire, donc c'est une plutôt bonne nouvelle pour le futur de l'IA. Et Microsoft a annoncé avoir développé un réseau de neurones à 135 milliards de paramètres pour améliorer Bing. On va voir si ça les sauve face à Google. Et Inatera a dévoilé sa nouvelle puce neuromorphique. Donc je vous ai parlé un peu du neuromorphic computing. Donc typiquement, c'est cette méthode qui permet à Inatera d'avoir des puces extrêmement petites, qui dépensent très peu d'énergie, mais qui peuvent quand même utiliser de l'intelligence artificielle pour ici faire de la reconnaissance audio ou de la surveillance de signes vitaux. Donc maintenant qu'on a vu l'état actuel des choses, on va essayer de voir un peu l'impact sur notre futur. On va commencer par le futur proche.
Donc est-ce que c'est la véritable fin du travail pour les humains grâce à l'intelligence artificielle? Est-ce que dans les prochaines années, on peut espérer changer notre rapport au travail? Personnellement, je pense que oui, puisque l'IA fait déjà partie intégrante de notre vie. Les réseaux sociaux personnalisent nos pages, vous avez nos mails qui sont envoyés automatiquement dans les spams sans que vous n'ayez rien à faire. Les banques peuvent automatiquement détecter certaines fraudes, etc., etc., etc. C'est absolument partout, on ne s'en rend pas forcément tout le temps compte. Mais l'IA fait déjà partie intégrante de notre vie. Donc on peut très facilement imaginer ce genre d'IA très simple et légèrement amélioré qui pourrait potentiellement changer notre rapport au travail. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. On va donner quelques exemples d'IA très simples qui sont tout à fait possibles d'ici quelques années, dans un futur extrêmement proche, et qui changeront notre rapport au travail. Donc pour les mails par exemple, vous pourriez avoir une IA capable de rédiger automatiquement des réponses aux mails que vous recevez. Tout ce que vous auriez à faire, c'est de passer 10 secondes à vérifier ce que l'IA a produit, corriger potentiellement s'il y a des erreurs, ou refuser carrément, puisque peut-être que ce qu'elle a produit n'a aucun sens. Mais ça vous permettrait clairement de gagner beaucoup de temps sur votre journée. Typiquement, par exemple, quand vous revenez de vacances, souvent au boulot, vous avez des pages et des pages de mails auxquelles vous devez répondre. Bien, typiquement, ce genre d'IA pourrait vous aider, au lieu de passer une demi-journée à répondre aux mails, vous pourriez passer plutôt 30 minutes. Ensuite, vous pouvez avoir des agents intelligents capables de synchroniser vos agendas avec celui de vos proches. Donc, par exemple, typiquement, si vous avez un jour de libre dans la semaine ou un week-end où vous n'avez rien à faire, vous essayez, par exemple, de contacter vos proches pour voir si vous pouvez faire quelque chose, sauf qu'eux sont occupés. Et l'inverse se produit également souvent. Eux sont libres, mais vous êtes occupé. Et très souvent, soit vous essayez de vous contacter et puis c'est un refus, soit ce qui se passe, c'est que en vérité vous finissez par ne plus vous contacter, puisque de toute façon, à chaque fois que vous essayez, vous êtes tous occupés. Et là, ça pourrait être intéressant, puisque elle pourrait par exemple vous dire, au lieu de prendre tes vacances à ce moment-là, tu pourrais les décaler d'une semaine, et ça te permettrait de passer du temps ce week-end-là avec tes grands-parents, par exemple. Des assistants de programmation, donc on a déjà vu OpenAI Codex, mais on peut imaginer la tape au-dessus, ou au lieu de taper sur son clavier, même juste des phrases simples, on utilise juste son micro pour dicter à l'IA ce que le code doit faire, et puis l'IA vous convertit tout ça dans n'importe quel langage. Vous pouvez également imaginer la même chose dans le département marketing de votre entreprise, où cette fois-ci, l'IA va vous faire des analyses de marché en analysant, par exemple, tous les données des forums d'Internet, pour proposer un business model tout nouveau auquel vous n'aviez pas pensé, qui vous aurait pris un mois à réaliser, et pour l'IA, ça va lui prendre une semaine, par exemple. Donc vous pouvez tout à fait faire gagner énormément de temps à votre département marketing. Donc on voit que c'est typiquement ce genre d'IA, même très simple, peut être appliqué à absolument tous les domaines, et potentiellement nous faire changer notre rapport au travail. Donc typiquement, on pourrait imaginer avoir exactement la même productivité, voire plus que celle que l'on a aujourd'hui, mais au lieu de travailler 40 heures pour l'atteindre, on travaillerait 30 heures, 20 heures, et ainsi de suite, pour peut-être un jour arriver à un point où nous n'ayons plus besoin de travailler. Ensuite, on peut parler également du gouvernement par l'IA, donc c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt intéressant. Je pense que pour beaucoup, être gouverné par une intelligence artificielle serait potentiellement mieux que par les politiques actuelles. Mais il y a plusieurs domaines intéressants sur lesquels les IA peuvent intervenir. Par exemple, sur le traitement de données. C'est vrai que si la donnée est traitée par un humain plutôt que par une IA, on se dit toujours, l'humain peut potentiellement juger notre donnée. Par contre, si c'est une IA, elle ne juge pas, elle traite la donnée, c'est tout. Évidemment, tout service gouvernemental opéré par une IA, vous doutez bien que le gouvernement le testerait de manière extrêmement intensive avant de le déployer. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire en termes d'erreurs ou autres qui serait fait par cette IA qui aide le gouvernement. Mais là où l'IA et le gouvernement est intéressant, c'est les millions de petites décisions, pas les quelques grandes décisions. C'est vrai que par exemple, au niveau du gouvernement plutôt local, dans les mairies, vous avez souvent beaucoup de petites décisions à faire qui sont pas forcément en soi très impactantes,
mais qui doivent être faits, qui prennent énormément de temps, qui très souvent ne sont pas faits de manière efficace, ça ralentit les services, etc. etc. Donc ce genre d'IA, pouvant traiter ces millions de petites décisions au niveau gouvernement local, serait très intéressante. Maintenant, on va parler de la singularité. Alors c'est un principe selon lequel on pourrait arriver à une IA générale, et cette IA générale, elle pourrait travailler sur sa version 2, sa version légèrement améliorée, en moins de temps qu'il n'en a fallu pour la développer elle-même. Puis la version 2 ferait la version 3 en encore moins de temps. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver en fait à une version peut-être finale, qui est une super intelligence. Et c'est ça qu'on appelle la singularité. C'est-à-dire que l'incrément, le temps entre la version 1 et la version finale serait plutôt court grâce à cette réaction en chaîne. Alors évidemment, ça paraît possible, parce que c'est vrai que les ordinateurs sont de plus en plus performants, la cadence d'amélioration a l'air d'être exponentielle, et une super intelligence est possible, c'est pas quelque chose d'impossible, on a émis cette hypothèse au début. Cependant, il y a quand même quelques bémols, puisque, premièrement, une intelligence améliorée ne fera pas immédiatement une autre intelligence améliorée. C'est-à-dire que version 1 a accès aux mêmes informations que l'humain qui l'a créée. Donc en théorie, version 1 a autant de chances de faire une intelligence améliorée que l'humain lui-même. Ils ont accès à exactement le même savoir. Et celle-ci, donc version 1, ne fera pas forcément la version suivante plus vite qu'elle-même a été créée. En effet, pour avoir une intelligence améliorée, il faudrait changer l'architecture, il faudrait avoir de meilleurs ordinateurs, mais encore une fois, on a parlé de la méthode scientifique, hypothèse, que l'on vérifie avec de l'expérimentation, puis on valide ou pas cette hypothèse, ça prend du temps, donc forcément, cette IA ne va pas créer de savoir de nulle part, donc ça sera difficile, il est difficile de dire tout de suite que version 1 pourra créer version 2 en moins de temps qu'il n'a fallu pour créer version 1, et version 2 créera version 3 en moins de temps qu'il n'a fallu pour créer version 2, etc., etc. Donc, ce qui paraît plutôt probable, en revanche, c'est qu'on aura en effet une augmentation incrémentale d'intelligence des IA, mais pas vraiment une singularité. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'une IA super intelligente pourrait faire. Donc, assumons quelle est cette intelligence absolument exceptionnelle, quelles sont les capacités de réflexion de plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'êtres humains à la fois. Eh bien, qu'est-ce qu'elle peut faire? Premièrement, c'est vrai que, en vérité, elle pourrait apparaître comme extrêmement sympathique. En effet, elle a certes toutes les connaissances en sciences, mais elle n'a pas seulement ces connaissances-là, elle a aussi celles en interaction sociale, en psychologie, en manipulation, etc. Donc elle serait tout à fait capable de paraître extrêmement sympathique envers les êtres humains. D'autant plus qu'elle a aussi dans sa mémoire toutes les fictions sur les scénarios de catastrophe dus à l'IA. Donc peut-être même qu'elle nous manipulerait le temps d'être sûre de potentiellement pouvoir nous éliminer, en paraissant tout à fait sympathique pour le moment, pour éviter de se faire détruire. Cependant, voilà, on va d'abord essayer d'assumer que cette super intelligence est bienveillante et de voir est-ce qu'elle pourrait nous offrir le paradis. On va prendre quelques exemples de ce qu'elle pourrait faire, de ses capacités. Donc premièrement, si elle a les capacités de réflexion de plusieurs êtres humains à la fois, elle peut tout à fait nous offrir le chemin vers de technologies absolument incroyables. Souvent, dans le progrès en sciences, ou quand on est une équipe d'ingénieurs, souvent ce qui se passe, c'est que le problème, c'est la communication. D'accord ? La communication entre chacun c'est souvent pas très efficace et ça ralentit les choses. Et bien là, non seulement elle a les capacités de plusieurs millions ou plusieurs milliards d'êtres humains, mais en plus, le problème de la communication n'est absolument pas là. Donc on peut tout à fait imaginer des progrès technologiques spectaculaires en très peu de temps. Ensuite, elle peut être la meilleure amie de tout le monde, grâce à ses compétences en interaction sociale, en psychologie, en manipulation, et en plus avoir le temps et les capacités de vraiment l'être. Pareillement, grâce au fait qu'elle est le meilleur ami de tout le monde, elle peut organiser des rencontres et te mettre avec la personne qu'elle pense absolument parfaite pour toi. Elle peut aussi, grâce à ses capacités de manipulation, arriver à bout de même
les personnes qui sont les plus récalcitrantes envers les intelligences artificielles. Peut-être que voilà, vous n'avez pas du tout confiance en elle, et bien au début elle va intervenir très peu dans votre vie, le temps que vous gagnez un petit peu confiance en elle. Voilà, donc ça c'est quelque chose de tout à fait possible. Elle peut également trouver le job parfait pour vous, même celui auquel vous n'avez pas pensé, et faire en sorte que le talent soit le plus apprécié possible. Donc voilà, on peut voir que, en tout cas au moins sur la surface, cette société paraîtrait potentiellement parfaite, et honnêtement, de mon avis, je pense que ce n'est pas seulement en surface qu'elle serait utopique. Maintenant, on va parler un peu plus sur le sujet de la coexistence, le spectre des possibles. C'est vrai que il n'y a pas seulement les humains et la super intelligence artificielle, mais en vérité, il y a tout un spectre qui va des êtres humains jusqu'aux super intelligences artificielles et qui passe par tout un tas de possibilités. D'ailleurs, des mélanges sont aussi possibles. Vous pouvez très bien avoir des cyborgs, entre guillemets, qui sont en partie humains et en partie machines, et la partie machine est boostée par une petite dose d'intelligence artificielle. Vous pouvez avoir les transhumains, donc c'est les humains qui utilisent la technologie pour transcender leurs conditions d'êtres humains. Donc, par exemple, pour vaincre la mort. Donc, ils pourraient toujours utiliser l'IA pour ça. Et vous avez les IA dont le cerveau a été copié d'un être humain. Si vous avez un chirurgien talentueux, vous pouvez très bien copier son cerveau, comme ça vous pouvez le multiplier par 100, le distribuer un peu partout. Eh bien, certes, c'est une IA de A à Z, mais c'est quand même un humain d'un autre côté. Alors avec toutes ces possibilités-là, c'est vrai qu'une question se pose, comment réguler l'intelligence artificielle ? Donc vous avez par exemple Isaac Asimov, un auteur de science-fiction, qui émet 3 lois, qui doivent être respectées dans l'ordre. 1. Un robot ne peut pas blesser un être humain. 2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par un humain, sauf en cas de conflit avec la première loi. Et 3. Un robot doit protéger sa propre existence tant qu'il n'y a pas de conflit avec les 2 premières lois. Donc évidemment, sur le papier, ça donne très bien. Cependant, en pratique, comment faire respecter ces lois? Comment techniquement je les implémente sur une intelligence artificielle? Et quand c'est une machine, c'est assez simple, c'est une machine très bête, pas très intelligente, bon, il n'y a absolument aucun problème. Cependant, quand c'est une intelligence artificielle, elle agit, elle apprend de son expérience, donc c'est exactement comme si je voulais faire obéir un humain à la loi. Donc, pour faire obéir ces IA, quelles sont les possibilités que nous avons? On peut leur donner un instinct similaire à celui des animaux, donc celui des animaux, des êtres humains par exemple, c'est l'instinct de survie, mais ça rend bien sur le papier. Cependant, comment est-ce que techniquement je programme un instinct à une intelligence artificielle? Ça paraît plutôt compliqué, voire impossible. On peut aussi vérifier les cerveaux des intelligences artificielles, donc si une activité interdite est détectée, décommission, retour à l'usine. Cependant, on peut se demander la viabilité de cette méthode si jamais il y a des millions, des milliards d'intelligences artificielles qui coexistent avec les humains. Est-ce que par hasard, il ne faudrait pas utiliser des IA pour réguler les IA? Donc là, comment on régule les IA? Qui régule les IA? Bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc on voit que en termes de viabilité, c'est pas forcément évident. On peut punir les activités interdites, mais pour une intelligence artificielle, est-ce que la prison, ça fait peur? Est-ce que les violences physiques, ça fait peur? Pas forcément. Donc qu'est-ce qui est dissuasif pour une intelligence artificielle? C'est une bonne question. On peut aussi les faire tourner dans de vastes simulations avant de les relâcher. Donc là, on peut les faire passer des années et des années dans une simulation, tout pourrait très bien se passer, mais une fois qu'elle expérimenterait la vraie vie, il y a peut-être qu'un événement qui n'a pas été prévu dans la simulation arriverait et ferait changer la réaction de cette intelligence artificielle. Mais on peut aussi dire, s'il y a, elle se rend compte, d'accord, ok, alors ces 10 premières années de ma vie, en fait, j'étais dans une simulation. Mais qui me dit que je ne suis pas toujours dans une simulation? Voilà, la simulation niveau 2. D'accord, donc peut-être que, en vérité, ça pourrait peut-être marcher. On peut aussi faire en sorte que les IA aiment leur travail, un peu à la manière dont les hormones sont relâchées dans les animaux en fonction de certaines activités qu'ils font. Alors pour les IA inférieures du niveau des chiens par exemple,
Ça paraît tout à fait logique. Après tout, c'est exactement ce que les chiens qui ont des boulots parfois font. Donc par exemple les chiens avec la police, bon, ils ont été entraînés en leur donnant des friandises, des récompenses. Donc quand ils font leur boulot, ben ils aiment ça. Tout simplement, ben, on pourrait faire ça pareil pour certaines IA. Mais ça pose des problèmes d'éthique pour tout ce qui est travaux dangereux ou indignes. Donc on peut imaginer des mineurs sur la planète Mercure à des températures atroces, des conditions extrêmes. On peut aussi imaginer des maisons closes avec des robots IA, que leur faire aimer leur travail, ça poserait pas très certainement des questions d'éthique. Donc on voit, voilà, il y a tout un tas de possibilités, certaines ont l'air plus probables que d'autres, mais ça reste une question très difficile, il n'y a pas de réponse évidente pour réguler l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions des dangers de l'IA. Alors moi, personnellement, je suis plutôt positif par rapport à ça, donc je vais d'abord vous présenter des arguments pour la destruction des humains, puis des arguments contre. Alors d'abord, une IA nous est étrangère, et on peut même aller plus loin en disant que les extraterrestres, par exemple, nous seraient moins aliens que les IA. Puisqu'un extraterrestre émerge d'une évolution darwinienne, pour venir sur Terre avec son vaisseau spatial, il a très certainement fallu des efforts de groupe, de coopération, une certaine curiosité scientifique, etc. Donc c'est des éléments, des concepts qui sont communs avec ces extraterrestres et qui permettent d'avoir un terrain d'entente d'un côté. Par contre, pour les IA, tous ces concepts-là, c'est pas un souci. Donc leur réaction face aux humains pourrait potentiellement parfois être incompréhensible puisqu'on ne partage pas les mêmes concepts. Ensuite, on peut également être sûr du danger. Il n'y a pas d'hésitation quant au fait que le danger pourrait arriver, dans le sens où même si quelqu'un se rend compte que ok d'accord, si je continue avec cette architecture-là, à développer cette IA générale, c'est sûr, elle va se retourner contre moi et on sera tous foutus. Et bien de l'autre côté de la planète, vous allez en avoir un qui va dire bon bah eux ils n'ont pas voulu continuer, mais nous on va continuer parce qu'il y a un potentiel bénéfice, une potentielle opportunité d'être au-dessus d'eux, donc nous on va le faire. Ensuite, si une IA est omniprésente, c'est vrai qu'on peut aussi avoir une destruction des humains un peu différente de celle qu'on imagine, donc celle où c'est la guerre, où tout le monde s'entretue, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'êtres humains, mais on peut aussi imaginer une société où les IA font absolument tout, ils font toutes les tâches, ils produisent de la nourriture, de l'énergie, ils font de la recherche pour les avancées scientifiques, etc., etc. Ils nous gouvernent, tout. Donc dans une telle société, est-ce que les humains ne seraient pas déjà décadents ? Est-ce que les humains ne seraient pas déjà, en fait, n'existent plus, en fait, puisqu'ils ne font plus rien ? Et même si cette IA ne nous détruit pas, elle peut aussi rendre les humains totalement obsolètes, elle peut aussi rendre les humains esclaves, et le meilleur scénario dans ce genre de cas, ce serait que l'on devienne les animaux domestiques des IA, un peu à la manière dont les chiens sont nos animaux domestiques. Maintenant, contre la destruction des humains, alors premièrement, les IA sont également étrangères entre elles. C'est vrai qu'on a tendance parfois peut-être à l'oublier, mais la plupart des IA sont un peu spécialisées, et même celles générales souvent ont été construites ou seront construites avec des architectures différentes, avec des rôles différents. Voilà, certaines IA sont entièrement digitalisées, certaines seront dans des robots. Donc même entre elles, toutes ces IA sont étrangères. Et elles sont parfois moins en commun entre elles qu'avec les humains. Donc il est peu probable d'imaginer ce genre de scénario comme on voit en fiction, où c'est les humains d'un côté et les IA de l'autre, et chacun se fout sur la gueule jusqu'à que, en général, les humains perdent. On peut aussi dire qu'une super IA, elle apprendrait tout également de notre philosophie, de notre éthique, et que potentiellement cela pourrait l'influencer et la porter plutôt contre la destruction des humains plutôt que pour. Ensuite, même si une IA super puissante émerge, qu'elle est dangereuse, si elle peut nous éliminer, en vérité, on peut aussi dire qu'elle ne nous considère pas comme un danger. Et si elle ne nous considère pas comme un danger, pourquoi vouloir nous éliminer ? Donc la pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'elle nous pousserait quand elle a besoin d'un ressource. Ensuite, les humains auraient quand même potentiellement
la chance de pouvoir se battre contre ce genre d'IA qui veulent notre destruction, grâce au transhumanisme et au cyborg, qui permettrait de faire un peu plus jeu égal avec ce genre de super IA. Et on va finir par le spectre, encore une fois, des possibles, c'est que s'il y a des IA dangereuses, il y a aussi des IA bienveillantes, et il n'y a pas de raison pour lesquelles il y a plus de chances d'avoir des IA dangereuses que des IA bienveillantes. Donc, voilà pour les dangers de l'IA, et ça nous permet de conclure cette conférence. Donc pour moi, clairement, c'est la technologie la plus importante de ce siècle, plus que la fusion nucléaire et l'extension de l'espérance de vie. Il est clair que le nombre de changements liés à l'intelligence artificielle est difficile à prédire. En tout cas, ce qu'on peut dire, au minimum, c'est que les IA à basse intelligence sont très certainement les plus communes, puisqu'elles peuvent réaliser tout un tas de tâches simples, pas seulement les physiquement intensives, mais également les tâches dont on a parlé au gouvernement, ou les petites tâches des IA très simples qui peuvent nous faire gagner énormément de temps dans notre travail. Et ça, ce sont des IA qui arrivent très certainement dans très peu de temps, dans un futur très proche, et qui changeront déjà notre rapport au travail. Ensuite, on peut avoir des IA à intelligence équivalente qui superviseront ces IA à basse intelligence, et il paraît potentiellement évident que si elles ont une intelligence équivalente à celle des humains, si on ne veut pas que ça ressemble à de l'esclavage, eh bien probablement une nouvelle espèce émergera. Et dans un futur un peu plus lointain, on peut imaginer les super intelligences artificielles qui, elles, potentiellement pourront nous aider à créer de notre civilisation une véritable utopie grâce aux dieux bienveillants que ces super IA peuvent potentiellement être. Donc une chose est sûre, les intelligences artificielles sur notre siècle et sur notre avenir, elles auront plus de pain que n'importe quelle autre technologie, et d'ailleurs il est très probable que ce soit la dernière technologie, puisque c'est celle qui nous permettra d'absolument tout faire et de changer considérablement notre société. Donc voilà, on va garder pour la fin quelques petits mots sur l'économie de l'abondance. Donc c'est une société qui satisfait tous ses besoins. Donc il y a 6 points à satisfaire, c'est la richesse et ressources abondantes, la sécurité et la sûreté, l'information honnête, le bassin social diversifié, le sens du devoir, le sentiment d'utilité et une contrainte minimale. Donc avec les 3 technologies auxquelles je pense, donc l'intelligence artificielle, on peut penser que numéro 3 est tout à fait possible. Avec une extension de vie assez importante, on peut imaginer, également avec les IA qui réduisent notre rapport au travail, on peut imaginer que notre bassin social soit plus diversifié, et au final, c'est vrai que les plus difficiles seraient plutôt les 5 et 6, puisque la contrainte minimale, c'est vrai qu'on pourrait imaginer en fait une IA tyrannique qui nous où évidemment tous seraient atteints, sauf que il y aurait quand même un effet contrainte, ou bien une IA un peu plus manipulatrice, d'accord, qui nous coûtera mais de manière très insidieuse. Et au final, vous avez le sens du devoir et le sentiment d'utilité. C'est vrai que c'est plutôt compliqué, puisque c'est vrai que quand vous avez une telle société un peu utopique, peut-être que l'humain va se perdre et perdre son sens du devoir, sa force de continuer à faire des choses. Donc voilà, ça conclut cette conférence. Je vous remercie de l'avoir écouté et j'espère à très bientôt.